Sarah Knafo, qui est députée européenne Reconquête. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Et merci d'être avec nous ce matin. Merci. Sarah Knafo, vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir? Absolument. Bon, et qu'en avez-vous pensé? Comme d'habitude. Sauf que cette fois, il a réussi à faire court, mais il a le talent de parler pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'il a fait une émission uniquement pour nous dire qu'encore une fois, il prenait pas du tout en compte ce que le reste de la classe politique avait pu dire, que tout le monde était coupable à part lui, qu'il ne démissionnerait pas. On pouvait s'y attendre. C'était le message numéro 1. On pouvait s'y attendre. C'était le message numéro 1, le message numéro 2 peut-être. Je resterai jusqu'au bout. Exactement. Je resterai jusqu'au bout, peu importe ce que vous faites. Moi, de ce que je comprends. Vous demandez sa démission, vous, Sarah Knafo? J'aimerais vous dire oui, mais c'est du cirque. Oui, voilà, on aimerait qu'il démissionne, on n'aime pas Macron, on combat Macron, on ferait mieux que lui. Le dit sans le dire, tout en le disant. Oui, enfin, du moins, c'est pas elle qui le dit, c'est Jean-Philippe Tanguy qui le dit. Vous avez aussi, j'allais dire Éric Zemmour. Non, mais vous vous rendez compte ce que j'allais dire? Vous pensez à lui tout le temps. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la démission, mais c'est du cirque tout ça. Alors on demande à Emmanuel Macron de démissionner, il nous répond je démissionnerai pas. Oui. On a compris le caractère d'Emmanuel Macron. Il est du genre à nous dire il peut y avoir 1 million de personnes devant l'Élysée, je resterai là, je suis sur mon fauteuil, j'ai été élu pour 5 ans, c'est ce qu'il a dit hier, en réalité. Donc ça, c'est la vérité, remarquez. C'est absolument la vérité, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu du cirque, c'est un peu infantilisant. On est là à réclamer d'Emmanuel Macron. Moi, ce que je trouve paradoxal avec cette censure, c'est qu'on a des partis politiques à l'Assemblée qui ont voulu mettre une claque à Macron, et le résultat, c'est qu'ils ont remis Macron au centre du jeu. On est tous là, hier, à attendre la déclaration de Macron à 20h, puis à se demander qui va nommer comme Premier ministre. Est-ce que ça va être un Premier ministre de droite? Est-ce que ça va être un Premier ministre de gauche? Un Premier ministre technique? C'est lui qui a toutes les décisions en main, toutes les cartes en main, alors que avant-hier encore, c'était le Rassemblement national en grande partie qui avait les cartes en main, et on est venu rendre à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs. C'est pour ça que vous n'auriez pas voté la censure? C'est pour ça, parce que si vous voulez, la capacité de pouvoir censurer le gouvernement, c'était pour moi une sorte d'arme nucléaire qui était à la main du RN. Il n'avait pas le pouvoir, mais il avait un pouvoir. C'était celui de dire à Michel Barnier, si vous ne faites pas ça, on peut vous censurer. Et pour moi, la définition de l'arme nucléaire, à la fin, c'est quand même de ne pas l'utiliser une fois qu'on obtient ce qu'on veut obtenir. Donc de travailler d'arrache-pied en disant voilà ce qu'on veut, dès le début, en étant très clair sur les conditions qu'on fixe, en disant si ce budget, par exemple, moi ce que j'aurais dit, c'est si ce budget n'est pas voté à l'équilibre, alors on vous censurera. De dire ça depuis le premier jour. Et quand vous utilisez l'arme nucléaire, ce qu'elle a fait, puisqu'elle a décidé de voter la censure, qu'est-ce qui reste à la fin ? Il reste un champ de ruines. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus Michel Barnier. À mon avis, Michel Barnier, on pouvait le faire plier. C'est une faute politique de Marine Le Pen? Je ne veux pas exagérer sur les termes. Moi, j'attaque personne. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pour le prochain... J'ai été victime de misogynie, dit-elle. Vous avez vu cela? Vous y croyez ou non? C'est pas trop mon genre, moi, ce genre de... Non, mais je sais pas si c'est vrai ou faux. J'étais pas dans la pièce avec elle. Si elle a ressenti ça, bon voilà, on est dans l'ère des ressentis. Donc si elle l'a ressenti, elle l'a ressenti. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi c'est utile de dire ça aujourd'hui? C'est qu'on va sans doute avoir aujourd'hui ou demain un Barnier 2. Un Barnier jeune, un Barnier de gauche. Vous n'en vouliez pas de Michel Barnier? Mais non, moi si vous voulez, ce que j'estime aujourd'hui, c'est que... Vous ne l'auriez pas censuré, mais vous n'en vouliez pas, c'est cela? Ouais, exactement. Si vous voulez. Dans la situation politique actuelle, vu l'état de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Cazeneuve? Le Cornu? Qu'est-ce qu'on peut avoir de beaucoup mieux? Est-ce qu'on peut espérer un changement radical? Vous le savez, non. Faut pas être enfantin, vous voyez ce que je veux dire? Qui pourrait-on avoir? Ce que je veux, c'est une nouvelle élection présidentielle. Là, on a bien compris que dans l'état actuel des choses, on devait attendre, voilà, on doit attendre la prochaine élection présidentielle pour changer radicalement de bord. Vous ne voulez pas que le président de la République démissionne et vous voulez une nouvelle élection présidentielle. Oui, il faut garder la tête froide. Exactement. Il faut avoir la tête froide. On a 3 ans pour préparer le débat, pour préparer les Français, pour faire avancer des sujets. Avec Éric Zemmour comme candidat, j'imagine. Exactement. Entre-temps, il faut travailler. Et là, l'occasion que le Rassemblement national a, que l'Assemblée nationale dans son ensemble, il y a Éric Ciotti, il y en a d'autres qui peuvent faire plier un gouvernement. L'occasion qu'ils avaient avec Barnier, qu'ils auront demain avec un autre, c'est de réussir à imposer des mesures claires, des baisses de dépenses, des baisses d'impôts. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont assez de députés. Moi, j'aurais adoré être dans leur situation et être en capacité de faire plier le gouvernement. Ils l'ont pas fait avec Michel Barnier, ou ils l'ont pas fait à temps. À la fin, ils l'ont censuré. Et c'est utile de le dire aujourd'hui parce que demain, il y aura un autre gouvernement. Il y aura un Barnier 2. Il y aura peut-être un Barnier plus jeune, il y aura peut-être un Barnier plus à gauche avec Cazeneuve, peu importe, ce sera un autre Barnier. Et cette nouvelle personne, là, il va falloir travailler en face pour lui dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on demande, et sinon on censure. Et le but, quand même... Marine Le Pen a offert une victoire à Jean-Luc Mélenchon, selon vous?
Incontestablement. Il triomphe depuis mercredi. Bien sûr. D'ailleurs, vous voyez que les LFI sont beaucoup plus heureux que les députés du RN. Ils sont heureux, ils jubilent sur les plateaux. Vous avez vu que tout de suite après le vote de la motion de censure, qui était la motion de censure de LFI, à laquelle le RN a apporté ses voix, on vous l'avait dit, en long, en large et en travers, alors que la motion de censure les insultait leurs électeurs, insultait les viles obsessions du RN, elle a été votée. Dès que cette motion de censure a été votée, qui on voit sur toutes les chaînes ? Mathilde Panot. Mathilde Panot qui jubile parce que cette motion a été adoptée. Donc le grand paradoxe, c'est qu'on entend Mathilde Panot qui dit on a voté cette motion de censure parce que c'était un budget de casse sociale, donc il n'était pas assez socialiste. On entend à côté Marine Le Pen qui dit on a voté contre ce budget parce qu'il était trop socialiste. Et on se demande, mais c'est la victoire de qui en fait ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? À la France, à la fin, qui a perdu ? C'est la France. C'est la France, c'est les Français. Responsabilité générale ? Générale. Toute la classe politique est responsable de ce chaos. Parce qu'en réalité, le débat aujourd'hui dans le pays, c'est pas tant est-ce qu'on est pour la censure, contre la censure. Je sais qu'il y a plein de sondeurs qui demandent ça, la majorité est pas très claire, etc. Le vrai débat au sein du peuple français aujourd'hui, c'est on n'en peut plus de leur chaos. Ils sont pas capables de se mettre d'accord pour un budget. On est quoi ? On est un pays du tiers-monde, on va pas avoir de budget. C'est possible ça d'imaginer la France qui va censurer Premier ministre après Premier ministre, qui est pas capable de s'entendre sur des mesures de bon sens. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'aucun parlementaire n'ait demandé un budget à l'équilibre ? Ça fait 50 ans, depuis 1974, qu'on vote des budgets en déficit. C'est-à-dire que l'État, qui donne des leçons à tout le monde, chaque année, dépense beaucoup plus que ses recettes. C'est environ chaque année 450 milliards de dépenses pour seulement 350 milliards de recettes. Vous imaginez une famille qui ferait ça ? Et Michel Barnier voulait faire un effort budgétaire. Il a demandé un effort budgétaire. Mais il n'y a pas eu de discussion jusqu'au bout sur le budget. On a discuté des recettes, on n'a même pas discuté des dépenses. Bravo, c'est ce que j'allais vous répondre. Mais non, mais c'est pas bravo, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. La censure a été votée sur le budget de la sécurité sociale et non pas sur le budget général. Ce que j'allais vous répondre, Michel Barnier n'a pas voulu faire un effort. Il a voulu demander des sacrifices aux Français. Ça s'appelle pas un effort. Faire un effort, c'est regarder dépense par dépense, ministère par ministère, mission par mission, et se dire qu'est-ce qui coûte. Il y avait un effort. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que chez France Travail, c'est le nouveau Pôle emploi, il y a 54 000 personnes qui travaillent. 54 000, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous avez déjà trouvé un emploi grâce à France Travail, vous ? Non. Est-ce que des gens qui nous écoutent ont déjà trouvé un emploi grâce à France Travail ? 54 000 personnes. Grâce à Pôle emploi, oui. À l'heure où France Travail. Vous savez qu'en 2024, on a inventé quelque chose qui s'appelle LinkedIn, qui permet tous les jours aux gens de trouver un emploi dans le monde entier. Ils ont 900 millions d'utilisateurs. Ils ont seulement 16 000 personnes qui travaillent chez eux, LinkedIn. Est-ce que France Travail est tellement plus important que LinkedIn, qui doit avoir autant de fonctionnaires qui travaillent chez eux ? Vous vous rendez compte ? Chez France Travail, vous avez 1300 personnes qui travaillent à l'impact des restructurations économiques. Pour vous, c'est clair. Les efforts doivent être partagés avec l'État qui, effectivement, doit réduire ses dépenses. On est bien d'accord. À la Milley, un peu. Faut aller jusqu'à... Bien sûr. Les efforts doivent pas être partagés. L'effort doit être porté par l'État. Il faut supprimer ces gabegies. Moi, je suis pas d'accord dans un système partagé par les très riches. Non, pas du tout. Alors attendez, non, pas du tout. Je m'explique. On a un système où le Premier ministre ne demande pas des efforts aux Français, il leur demande des sacrifices. Faire un effort, vous savez, à la fin, on obtient quelque chose. Faire un effort, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1945, dit voilà, on a un pays qui a été abîmé par la guerre. On va devoir reconstruire notre économie. Ce que je vais vous demander, à vous les Français, c'est de vous retrousser les manches. On va se retrousser les manches et ensemble, on va créer les 30 Glorieuses. Et vous verrez, vous en tirerez les fruits de votre travail. Ça, moi, c'est mon rêve. J'aimerais avoir un jour un président, quelqu'un à la tête de l'État qui nous dise on va se retrousser les manches ensemble, mais vous allez y gagner quelque chose. De Gaulle avait réussi à réunir les communistes, avait réussi à réunir les socialistes, avait réussi à réunir la droite de l'époque, la droite conservatrice. Absolument. Vous rêvez de cela ? D'un nouveau de Gaulle ? D'un Premier ministre ou d'un président de la République qui réussirait à réunir une coalition comme cela ? Quand vous voyez l'état aujourd'hui de l'extrême gauche, c'est évident que ça n'ira pas jusqu'à eux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement antagoniste. Il n'y a pas que l'extrême gauche à gauche. À l'époque, qu'est-ce qui réunit les communistes et de Gaulle ? C'est la lutte contre le régime de Vichy, c'est la lutte contre le nazisme, c'est ça qui les réunit. Et à l'époque, d'ailleurs, le général de Gaulle donne aux communistes
Malheureusement, d'ailleurs, l'éducation, une partie de la culture, c'est ce qui explique ensuite, il a dû faire des concessions puisqu'ils étaient au pouvoir ensemble, c'est ce qui explique ensuite où on a penché. Mais quand on relit le général de Gaulle, on s'aperçoit à quel point sa philosophie économique est complètement à rebours de ce que certains ont voulu retenir. Vous savez, le fameux gaullisme de gauche, gaullisme social, etc. Le général de Gaulle, c'était un partisan de l'effort. Et ce que je vous dis, Michel Barnier, c'est pas le général de Gaulle, mais il demande pas des efforts aux gens, il demande des sacrifices. Il dit, vous, on va vous tondre, vous, il vous reste encore un petit peu, on va vous prendre ce que vous avez. Vous, les grandes entreprises, vous faites des gros profits, on va vous les prendre. Aucun effort demandé aux grandes entreprises. Pas un effort, encore une fois, c'est un sacrifice. Non, aucun sacrifice à demander aux très grandes entreprises. Aucun. Il faut leur dire, travaillez, grâce à vous, les Français ont de l'emploi. Grâce à un Bernard Arnault, par exemple. Du ruissellement, si j'ai bien compris. Moi, je suis une adepte du travail et je suis une adepte de la liberté économique. C'est-à-dire que c'est pas en taxant les rares qui marchent encore qu'on arrivera à quoi que ce soit en France. Ce que disait Nicolas Sarkozy, il disait la différence entre François Hollande et moi, c'est que moi je veux moins de pauvres et lui il veut moins de riches. Franchement, tout est dit. Vous voulez plus de riches sur la gauche. Ah, moi, bien sûr que je veux plus de richesse, plus de prospérité, plus de riches. Non, plus de riches. Je ne parle pas de la richesse, plus de riches. Mais tout à fait, je veux que tous les gens qui vous écoutent aujourd'hui se disent que demain ils peuvent devenir riches. Vous savez qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a plus de riches, où les riches s'enrichissent et où les pauvres s'appauvrissent. Et c'est absolument ce qu'il faut changer. Notre économie est en train de s'écrouler sur elle-même. Pendant ce temps-là, on a une classe politique qui pense à faire des coups, qui pense à censurer le prochain, qui se dit, quand on aura Barnier 2, on le censurera, alors que l'urgence pour la France, c'est d'avoir un budget. Je vous disais tout à l'heure, dans le pays, le débat, c'est pas pour ou contre la censure. C'est quand est-ce qu'on retrouvera enfin une stabilité. Quand est-ce que la France pourra enfin avancer. Parce que je veux bien qu'on censure, je veux bien qu'on appelle à la démission, mais aucun Français n'y verra un seul effet positif. Il n'y a pas d'effet positif concret pour les gens. Quand je regarde les propositions de Marine Le Pen, vous êtes aux antipodes de ces propositions économiques et sociales, aux antipodes. Elle est de gauche pour vous, Marine Le Pen, c'est une femme de gauche. Quand j'entends il faut taxer les super profits, c'est quelque chose qui me fait peur. Moi, je me dis, mais d'abord, qu'est-ce qu'un super profit ? Comment on fait pour dire, à partir de quand est-ce qu'un profit devient super ? Mais quand usine à gaz à créer, moi ça m'inquiète ce genre de choses. La famille Muliez chez Decathlon dégage 1 milliard d'euros de dividendes à distribuer, que parallèlement dans le même groupe il y a 2000 suppressions de postes chez Auchan. Vous dites quoi ? Vous dites que c'est logique ce milliard distribué ? On est déjà dans une situation économique catastrophique, mais vous savez quand ce sera encore pire ? C'est quand on n'aura plus aucun Muliez ni aucun Arnault qui aura des dividendes à distribuer. Là, par exemple, l'année dernière, EDF, qui est dans une situation terrible parce que les mauvais choix politiques l'ont conduit à sombrer, ne fait plus assez de profit. Est-ce qu'on est content de se dire que EDF n'a plus de dividendes à distribuer ? Est-ce qu'on est content de se dire que demain, Bernard Arnault, on l'aura tellement taxé qu'il se sera dit finalement pourquoi rester en France ? Est-ce que ça nous fait plaisir ? Est-ce que ça flatte un instinct de se dire demain, il n'y aura plus de grands groupes en France ? Moi, pas du tout. Ça ne flatte aucun mauvais instinct chez moi. Au contraire. Il s'agit de répartir les richesses, justement. Donc il faut que des gens créent des richesses et les donnent à d'autres. Pourquoi ne pas se dire... Les partages, non ? Il ne faut pas infantiliser les gens. Les gens aiment. C'est chrétien, le partage, Sarah Knafo. Dans la chrétienté, c'est pas l'État qui vient ponctionner. Non, mais c'est personnel. C'est le partage. C'est une volonté personnelle. Mais c'est le partage. Mais je suis tout à fait pour la philanthropie. J'aime beaucoup le partage, moi aussi. Il ne s'agit pas de forcer, c'est pas très chrétien. Si vous voulez, les gens, il ne faut pas les infantiliser. Ça nous fait plaisir, c'est anthropologique. On aime recevoir ce qu'on a mérité. C'est clair. On n'aime pas se dire qu'on est assisté par quelqu'un d'autre. Vous parlez à des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent pas « je veux plus d'aide ». Ils vous disent « je veux vivre de mon travail ». Je me réveille à 5h le matin, je me couche à minuit le soir. Mon seul objectif, c'est de vivre de mon travail. Ça ne leur fait pas du tout plaisir de vivre d'aide. Vous êtes pour le libre-échange alors ? Le libre-échange, quand ça nous favorise, oui. Oui, vous êtes favorable au libre-échange, si je comprends bien. Parce que c'est deux sujets qui sont différents. Tous les grands patrons sont favorables au libre-échange, vous le savez bien. Alors, moi, je ne suis pas un grand patron et je ne suis pas du tout l'avocat des grands patrons. Moi, je suis une fille de commerçant. Je défends aussi l'épicier du coin de la rue qui doit remplir de la paperasse, qui doit se transformer soudain en expert comptable et en juriste au barreau de New York, alors que ce n'est pas son métier. Je vous parlais de l'agriculteur. D'ailleurs, aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a la coordination rurale à Rungis qui font une très très belle action et j'espère que les médias en parleront. Passons. Je défends aussi les agriculteurs qui sont soumis à des normes tellement extravagantes alors que le reste du monde, on parle du libre-échange. Par exemple, je suis complètement opposée au Mercosur. Vous voyez ce que je veux vous dire ? La liberté économique, c'est pas la liberté de mettre en concurrence
nos travailleurs chez nous, nos agriculteurs, nos entrepreneurs, avec le monde entier, alors que dans le monde entier, ils sont libres à l'intérieur de leurs frontières. Ils ont moins de normes, ils ont moins de régulations. Par conséquent, ils sont beaucoup plus compétitifs. Nous, on met des gens qu'on a soumis aux normes les plus élevées du monde, qui sont le peuple le plus taxé du monde, et soudain on les met en concurrence. Plus de normes, vous êtes d'accord? Il faut supprimer les normes, un maximum de normes. Entre la tyrannie et l'anarchie, il y a un monde. Oui. On n'est pas obligé d'avoir plus du tout de normes. Mais moins de normes. Alors, beaucoup moins de normes, absolument. Beaucoup moins de normes, avec finalement un libre-échange général et mondial. Alors, d'abord il faut savoir, si on prend le sujet de l'agriculture, vous prenez le code rural, il y a 3300 pages dans le code rural. Pas un seul député ne l'a lu. Pas un seul. Et on va dire aux agriculteurs qui se lèvent à 5h du matin et qui se couchent à minuit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, typiquement, il faut se fixer un objectif. Il faut une obligation de résultat pour le Parlement. Il faut dire, on veut que ce code rural diminue de moitié, par exemple. Et il faut se fixer un objectif. Que les parlementaires se disent que leur objectif, c'est pas de créer tous les jours plus de normes, mais déjà d'évaluer celles qui sont déjà là, de les supprimer, de réussir à voir avec les professions concernées en quoi ça leur pourrit la vie. Est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire? Est-ce que c'est trop ou pas? Maintenant, pourquoi c'est la double peine d'être un agriculteur français aujourd'hui? Parce que vous avez, je vous l'ai dit, les normes les plus élevées du monde. Mais vous avez aussi, au sein de l'Union européenne, le pays le plus zélé de tout le continent pour les appliquer. Les surtranspositions, vous savez, à chaque fois qu'il y a une norme européenne qui arrive en France, les ministères français vont charger la barque, encore ajouter des normes, encore ajouter des règles. Les contrôleurs vont être plus durs que partout ailleurs, et donc notre pauvre agriculteur va se retrouver avec la concurrence la plus déloyale possible. Donc pour ces raisons, je finis juste parce que vous m'avez posé une question intéressante. Je pense que nos agriculteurs ont le talent, la capacité, la terre la plus belle du monde, c'est une patriote qui vous dit ça, mais tout le monde entier est d'accord. On le pense tous. On le pense tous, et même à l'étranger, ils le pensent tous. On est capable d'être les plus compétitifs du monde. Les agriculteurs français n'ont pas peur du libre-échange. Mais on est capable de beaucoup, de réussir les Jeux Olympiques d'une manière parfaite. Bien sûr. De réussir Notre-Dame. Une reconstruction de Notre-Dame exceptionnelle en 5 ans et demi. Magnifique. On est capable de beaucoup. On est un grand peuple. C'est la grandeur de la France. C'est la grandeur de la France. On est un grand peuple. Et ce qui est frappant, c'est que malgré tous les bâtons dans les roues, malgré toutes les contrariétés du quotidien, on reste un grand peuple. Quand on voit l'intelligence française, on prend le sujet de l'intelligence artificielle. Quand vous voyez à quel point aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est le peuple le plus taxé du monde, on a les cerveaux qui veulent partir. Et pourtant, on arrive à créer des génies, vraiment des génies. Vous regardez Mistral AI, vous regardez ce qu'on arrive à faire en France et vous vous dites, c'est quand même fou ce peuple à qui on met des bâtons dans les roues tout le temps. Donc ils ne sont pas tous partis. Donc ils ne sont pas tous partis. Et le risque, c'est qu'ils partent. Vous voyez Mistral AI typiquement. Ils sont en train de se rattacher à Microsoft et ça, c'est dommage. Ils sont pas tous partis, mais ils sont en train de le faire. Quand on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à voter un budget, pardonnez-moi, j'y reviens une dernière fois, est-ce que ça donne envie aux gens de rester ? Est-ce que ça donne envie? Sarah Knafo, le pape ne vient pas à Notre-Dame. Est-ce que le pape aujourd'hui, c'est finalement le porte-parole du Sud global? En quelque sorte, face à l'Occident, face à... Vous voyez, pour lui, oui, c'est une bonne question. Notre-Dame, c'est peut-être l'église d'avant pour lui. C'est une bonne question. On a même l'impression que l'Europe, c'est le monde d'avant pour lui. On a un pape qui est donc d'Amérique latine, et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'il trouve l'Europe dépassée. Que l'Europe n'est plus à son goût, qu'il veut miser sur d'autres continents. Je sais pas vous l'expliquer. Je pense que si je connaissais mieux sa vie, son enfance, ses lectures, je comprendrais mieux. Mais on a tous cette impression, en effet, qu'il déconsidère l'Europe. Le pape, c'est la charité. Ça devrait. Ça ne l'est pas. Pour l'Europe, non. Aujourd'hui, la charité. Aujourd'hui, le pape, ce n'est pas la charité chrétienne. La charité, y compris dans le christianisme, ça n'est pas le suicide. Et quand vous voyez que l'Europe est charitable... Le pape participe au suicide. Le pape ne participe pas au relèvement de l'Europe. En effet. Vous le disiez tout à l'heure. Et de la civilisation européenne. Tout à fait. Non, il ne le pape est en train de participer au suicide de la civilisation européenne. C'est ce que vous me dites. Il ne participe pas à son relèvement. Mais ne participe pas à son relèvement, je renverse la question. Il participe à son suicide. Non, je n'irai pas jusque-là. Ah bon, c'est un peu ce que vous laissiez entendre. Il participe pas à son relèvement. Non, mais regardez, quand vous avez une situation qui est tellement grave aujourd'hui sur le sol européen, c'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on accueille le monde entier,
qu'on aide le monde entier, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. On regarde la France, c'est devenu la cave du monde entier. On regarde l'aide publique au développement de tout. Oui, oui, bien sûr. On va pas entrer dans ce débat parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. On regarde l'aide publique au développement de tout le continent européen et on se dit, c'est vrai que l'Union européenne, l'Europe, la France, a tendance à beaucoup aider le reste du monde. Et quand on regarde ce qui se passe chez nous, je vous donne un exemple, la France est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. Exemple frappant. Et pourtant, on continue de les aider. Au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, maintenant, on va se focaliser sur nous? On a un devoir de puissance nationale. Il faut se reconstruire avant de prétendre à aider le monde entier, à rayonner sur la planète entière. Est-ce qu'on se dirait pas, maintenant, c'est un grand moment de reconstruction? Je vous parlais tout à l'heure du général de Gaulle. Est-ce que c'est pas le moment de dire aux Français, on va se retrousser les manches, on va redevenir la première puissance du continent européen, on en a tous les moyens. Vous avez parlé de Notre-Dame, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. On a l'intelligence chez nous. On a une énergie nationale qui est impressionnante. Des gens qui continuent de travailler, qui continuent de se lever le matin, qui ont envie d'inventer, d'innover. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de les aider? Et ça, c'est pas libéral, c'est du bon sens. J'ai quand même une dernière question, Sarah Knafo. Je reviens sur le pape parce que ça m'a frappé ce que vous disiez. Est-ce que le pape est un adversaire de la civilisation occidentale? Non, pas du tout. Moi, je répondais à votre question qui disait est-ce qu'il a pris le parti du Sud? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est vous qui parliez du pape en disant il prend le parti du Sud global. Je vous dis c'est une très bonne question. C'est une bonne question, mais j'ai pas envie d'attaquer le pape, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis aujourd'hui, une autorité morale comme celle du pape, ça serait d'un soutien précieux pour tout le relèvement de l'Europe. Je remarque qu'il n'est pas ce soutien précieux. Ça veut pas dire qu'il veut tuer l'Europe, vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir un tout petit peu de mesure quand même dans ses propos. Merci Sarah Knafo d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57. Patrick Roger, juste après les infos.